De leur célébrité précoce grâce à la fête à la maison à leur empire de la mode valant des milliards de dollars, les jumelles Olsen ont dû faire face à d'immenses difficultés personnelles cachées du public. Découvrez la tragédie méconnue de la vie de Mary-Kate et Ashley Olsen, et comment tout a basculé. Mary-Kate et Ashley Olsen sont nées le 13 juin 1986 à Sherman Oaks, en Californie. Elles faisaient partie d'une famille dynamique, avec un frère aîné prénommé Tran et une sœur cadette, Elizabeth, qui deviendrait plus tard actrice. Leurs parents, David Olsen et Jarni, ont finalement divorcé en 1995, donnant naissance à leurs demi-frères et sœurs, Courtney, Taylor et Jake, issus du second mariage de leur père. Dès leur plus jeune âge, la vie des jumelles était tout sauf ordinaire. À seulement 6 mois, elles ont été choisies pour incarner Michelle Tanet dans la populaire sitcom d'ABC, La Fête à la maison. Le créateur de la série, Jeff Franklin, a été captivé par les jumelles lors d'un casting ouvert, constatant leur aisance inhabituelle avec les inconnus. Pour se conformer à la législation sur le travail des enfants, qui limitait la durée de travail d'un enfant, Mary-Kate et Ashley ont alterné le rôle de Michelle, un rôle qu'elles ont tenu pendant toute la durée des 8 saisons de la série, qui s'est terminée en 1995. L'ascension rapide de Mary-Kate et Ashley vers la célébrité a eu un coût personnel important. À l'âge de 3 ans, leurs parents ont engagé Robert Thorne comme manager, et il a joué un rôle crucial dans la création de Dual Star, une société de divertissement qui a fait des jumelles une marque. Cette initiative a étendu leur influence au-delà de la télévision pour inclure le cinéma, les livres, la musique et les produits dérivés. Étonnamment, à 6 ans, les jumelles Olsen étaient devenues les plus jeunes productrices de l'histoire d'Hollywood. À 10 ans, elles étaient millionnaires par leurs propres moyens. Malgré leur succès, leur enfance fut loin d'être typique. Dans une interview sincère accordée à Nylon, Ashley est revenue sur leurs premières années dans le secteur, expliquant leur implication profonde dès leur plus jeune âge. « Nous avons été véritablement impliqués dans le processus dès le début », a-t-elle déclaré. Même lorsque nous n'avions que 10 ans. Cependant, cet engagement a eu un prix. Le travail constant leur laissait peu de place pour être de simples enfants. Mary-Kate a fait écho à ses sentiments lors d'une interview accordée à Marie-Claire en 2010, où elle a décrit leur éducation comme quelque chose qu'elle ne souhaiterait à personne. Elle a raconté comment regarder de vieilles photos lui donnait l'impression d'être déconnectée de son passé, comparant leurs expériences à celles de petits singes artistes. L'ascension fulgurante des jumelles vers la célébrité était plus un accident qu'un parcours planifié. Leur mère avait envoyé une photo d'elle à une agence de casting sur un coup de tête, ce qui leur avait permis de décrocher des rôles dans La Fête à la maison. Cependant, le parcours n'a pas été sans embûches. John Stamos, qui jouait l'oncle Jesse dans la série, a admis que travailler avec les jumelles était parfois difficile. Il a confié à Entertainment Weekly que leurs pleurs fréquents rendaient le tournage difficile. À un moment donné, les producteurs ont même redistribué le rôle, mais finalement, Mary-Kate et Ashley ont été rappelées, leur remplaçante n'ayant pas fonctionné. The Washington Post a rapporté que pendant la première saison, Mary-Kate a réalisé la majeure partie du tournage, Ashley ayant trop peur d'être sur le plateau. Leur célébrité initiale a eu son revers. La presse et le public étaient constamment à leur affût, oubliant souvent qu'elles n'étaient que des enfants. Dans un portrait de 1991, Jay Matthews du Washington Post mentionnait l'engouement de sa famille pour les jumelles, malgré leur faible talent d'acteur. Cette attention et cette pression constante ont contribué aux difficultés que les jumelles ont rencontrées plus tard concernant leur identité et leur santé mentale. L'histoire des jumelles Olsen a pris une tournure plus sombre à mesure qu'elles grandissaient sous les projecteurs. La vie après La Fête à la maison ne se résumait pas à quitter une série adorée. Il s'agissait aussi de gérer une famille qui s'effondrait. En 1995, leurs parents, Dave et Jarni Olsen, ont divorcé, brisant la stabilité que les jumelles avaient connue. Ce n'était pas une simple séparation, elle a coïncidé avec la fin de La Fête à la maison et la dissolution de l'empire qui les avait fait connaître. Leur père, Dave, avait entamé une relation avec Mackenzie, une collègue de l'époque où il travaillait dans le secteur hypothécaire, avant même qu'il ne quitte ce secteur pour Hollywood. Cette liaison a conduit à leur séparation d'avec Jarni. Un mois seulement après l'annonce du divorce, Dave a épousé Mackenzie. Ce fut un tourbillon qui divisa la famille. Ashley a choisi de ne pas assister au mariage pour rester avec sa mère, tandis que Mary-Kate était présente, une décision qui en disait long sur le fossé émotionnel. Dave a essayé de rester calme, affirmant que les filles allaient bien, mais Jarni a gardé ses sentiments pour elle. Malgré le chaos familial, les jumelles tentaient de s'accrocher à une normalité. Mary-Kate a raconté lors d'une interview en 1996 comment elles allaient à l'école, jouaient avec leurs amis et dormaient chez des amis.
Elle fréquentait l'école épiscopale Campbell Hall, une école privée de Studio City qui encourageait la curiosité et la découverte de soi. Mais soyons réalistes, leur vie était tout sauf normale. Leur carrière passait toujours en premier. Imaginez rater votre bal de fin d'année parce que vous deviez animer Saturday Night Live, c'est exactement ce qui s'est passé. Au lieu de se déplacer en limousine et de porter des robes de soirée, elles faisaient la promotion de leur film New York Minute. Elles en ont même plaisanté dans leur monologue sur SNL. Le cheminement de Mary-Kate et Ashley Olsen vers l'âge adulte fut tout sauf facile. Après le chaos du divorce de leurs parents et la pression de la célébrité, les choses prirent une tournure encore plus sombre. Mary-Kate a commencé à se débattre avec quelque chose de bien plus grave que ce que laissaient entendre les tabloïds. Au début des années 2000, des rumeurs ont commencé à circuler sur sa santé. Les médias se sont montrés impitoyables, employant un langage insensible et minimisant des problèmes graves. Avant même ses 18 ans, juste après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Mary-Kate a été admise dans un centre de réadaptation pour un trouble alimentaire. Son père et son thérapeute sont intervenus, craignant pour sa vie, comme l'a confié une source à People, ils ne voulaient pas la retrouver morte par terre, faute de nourriture. Les jumelles sont apparues dans l'émission d'Oprah Winfrey quelques mois plus tard. Oprah, connue pour ses interviews empathiques, a raté sa cible, elle les a interrogées sur les rumeurs de troubles alimentaires, allant même jusqu'à leur demander leur taille de robe. Ashley a tenté de dévier poliment la conversation, aggravant une situation déjà délicate. Mary-Kate a bien caché ses difficultés, même ses proches, comme Danny Gordon, le réalisateur de New York Minute, se souvient avoir mangé avec elle sans rien remarquer d'anormal. Le docteur Dropinski, qui jouait leur père dans le film, n'a lui non plus décelé aucun signe. Cette capacité à masquer sa douleur est courante chez les personnes souffrant de troubles alimentaires. Dans une interview accordée au magazine Elle en 2008, Mary-Kate a enfin abordé son anorexie. Elle a évoqué la difficulté de demander de l'aide et d'être honnête avec soi-même, « Je ne veux pas vivre ma vie les yeux fermés », a-t-elle dit. Tandis que Mary-Kate se débattait en coulisses, le monde continuait de la regarder. Des rumeurs de dépendance à la cocaïne circulaient, alimentées par sa maigreur extrême et l'image de fée Clochette véhiculée par les médias. Les jumelles ont même raillé la situation lors d'un épisode de Saturday Night Live, criant « Tu es si maigre, mange un sandwich ». Mais la réalité était loin d'être drôle. À 17 ans, Mary-Kate n'avait guère son mot à dire sur son traitement, ses parents étaient toujours ses tuteurs légaux. Elle avait choisi de poursuivre un traitement ambulatoire pendant son premier semestre à NYU, mais même ce projet a échoué. Comme si lutter contre ses démons personnels ne suffisait pas, la quête d'une vie normale à NYU de Mary-Kate et Ashley Olsen s'est transformée en un nouveau champ de bataille. Elles fondaient de grands espoirs sur leur expérience universitaire et se sont inscrites en septembre 2004. Les jumelles ont investi 7,3 millions de dollars dans un penthouse à West Village, où elles n'ont jamais emménagé, renonçant ainsi à la vie universitaire classique. Mais leur rêve d'études supérieures s'est évanoui rapidement. On a vite appris que les jumelles en avaient assez. Mary-Kate en particulier a été surprise en train de sécher les cours. On a spéculé qu'elle pourrait suivre un programme d'études indépendant pour jongler entre New York et Los Angeles. Finalement, Mary-Kate a pris un congé sabbatique, ce qui a suscité des rumeurs de reprise d'un traitement pour troubles alimentaires. En réalité, elle bénéficiait déjà d'un solide réseau de soutien, composé d'une équipe de thérapeutes, de nutritionnistes et de coachs alimentaires. Ashley a rapidement suivi son exemple. La pression de la célébrité les empêchait de se sentir en sécurité à l'école. C'est alors qu'est arrivé Spencer Pratt, le méchant autoproclamé de The Hills. En 2007, il a affirmé avoir gagné 50 000 $ en vendant une photo de Mary-Kate en train de boire lors d'une fête. Cette trahison a déclenché une querelle, Pratt proférant des commentaires désobligeants sur Mary-Kate. Ce n'était qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont leurs moindres faits et gestes étaient scrutés et souvent exploités à des fins lucratives. De plus, elles avaient une entreprise florissante à gérer. Abandonner l'université de New York n'était pas seulement une question de vie privée, c'était une question de survie. Leur vie était un festin médiatique bien avant l'université. Du divorce de leurs parents à leur adolescence, les Olsen étaient des chouchous des médias, devenus des icônes de la mode. Malgré la production d'innombrables films et émissions spéciales directement en vidéo, elles étaient surtout célèbres pour leur célébrité. La curiosité du public pour leurs moindres faits et gestes s'est intensifiée à l'approche de leurs 18 ans. Au début des années 2000, l'essor d'Internet a apporté un niveau d'intrusion encore plus grand. Des sites web ont fait leur apparition,
proposant des comptes à rebours jusqu'au 18e anniversaire des jumelles, célébrant leur majorité légale de la manière la plus effrayante qui soit. Ces sites ont accentué la sexualisation déjà omniprésente à laquelle elles étaient confrontées. Être une enfant star est déjà assez difficile. Être une adolescente sous les feux des projecteurs est un cauchemar particulier. Chaque choix, chaque comportement était scruté et souvent transformé en fausse histoire. Par exemple, Ashley a poursuivi le National Enquirer en justice pour 40 millions de dollars suite à une photo et un titre trompeur laissant entendre qu'elle s'était évanouie à cause de la consommation de drogue. Le journal a ensuite présenté des excuses et un rectificatif, mais le mal était fait. Ce genre d'examen intrusif était une constante dans leur vie. Ashley se souvient avoir ressenti une colère intense et s'être sentie sur la défensive lorsqu'un journaliste l'a interrogée sur sa virginité avant même qu'elle n'atteigne l'âge de la majorité. Elle a décrit cela comme son pire cauchemar, soulignant le caractère envahissant de leur célébrité. Cette attention incessante empêchait les jumelles de retrouver un semblant de normalité. Leur tentative d'intégration dans le milieu universitaire était contrariée par la célébrité même qui leur avait apporté le succès. La fascination du public pour leur vie, conjuguée à l'appétit insatiable de scandales des tabloïds, leur laissait peu d'intimité. Malgré ces difficultés, Mary-Kate et Ashley ont continué à gérer leur empire commercial. Dual Star Entertainment Group a connu un succès retentissant, produisant des films, des livres et des lignes de mode. Mais le prix de leur célébrité était évident. La pression pour préserver leur image publique tout en gérant leurs difficultés personnelles était immense. Comme si leur vie n'était pas déjà scrutée à la loupe, le tabagisme des jumelles Olsen est devenu une autre source de fascination publique. Il fut un temps où Mary-Kate et Ashley affirmaient ne pas fumer ni boire, dans une interview accordée à Rolling Stone en 2003. Mais les choses ont changé. Le passage aux pauses cigarettes en tenue de haute couture semblait marquer un nouveau chapitre de leur vie. Les médias étaient obsédés par cette habitude. C'était peut-être l'image des jumelles, souvent vues en train de fumer ensemble, qui ajoutait à leur côté mystique. C'était l'un des rares aperçus que le public avait de leur complicité. Elles se sont retirées de la scène, ne nous laissant que ces instantanées, distantes et toujours une cigarette à la main. Rachel Handler de Vulture a parfaitement exprimé ce sentiment, se demandant pourquoi les photos des jumelles Olsen fumant étaient si apaisantes. Life et Style a adopté un point de vue plus critique, attribuant leur air hagard au tabagisme. Page s'y a même révélé des détails sur le mariage de Mary-Kate, où des bols remplis de cigarettes ont été offerts aux invités. Leur habitude de fumer semblait presque rebelle, un petit acte de défiance face à la surveillance constante. Pourtant, elle trahissait aussi le stress et la pression qu'elle subissait. L'engagement de Mary-Kate dans cette habitude était si fort qu'elle a été réprimandée à 2 reprises lors d'une soirée de la Fashion Week de New York en 2010 pour avoir fumé à l'intérieur. L'addiction des jumelles était évidente, et elles étaient prêtes à risquer leur professionnalisme pour un moment de répit. Au milieu du tourbillon de leur vie publique, la vie amoureuse de Mary-Kate Olsen a suscité l'intrigue. De l'artiste Nat Lowman à Max Winkler, le fils de l'acteur Henry Winkler, en passant par son ex-mari Olivier Sarkozy, les relations de Mary-Kate ont souvent été sous le feu des médias. Mais une histoire d'amour se distingue par sa fin tragique. En 2008, des rumeurs circulaient sur la relation de Mary-Kate avec l'acteur Heath Ledger. Ils se fréquentaient sans conviction depuis 3 mois. Ils n'étaient pas sérieux, ils appréciaient simplement la compagnie l'un de l'autre et partageaient un amour commun pour les Marlboro Reds. C'était une connexion fugace mais profondément significative dans la vie de Mary-Kate. Le monde fut sous le choc lorsqu'Heath Ledger a été retrouvé inconscient dans son appartement. The New York Times a rapporté que Diana, la massothérapeute qui l'a découvert, a passé des appels téléphoniques à Mary-Kate avant de composer le 911. Voyant que Ledger ne répondait pas, Wolozin a appelé le 911 et a tenté de le réanimer, mais il était trop tard. La mort de Ledger a été déclarée due à une surdose accidentelle de médicaments sur ordonnance. L'incident a jeté une ombre sur Mary-Kate, qui aurait refusé de coopérer avec les enquêteurs sans bénéficier de l'immunité contre de futures poursuites. L'affaire a finalement été abandonnée faute de cibles crédibles pour l'enquête. Après avoir navigué dans les eaux troubles de la célébrité et des difficultés personnelles, Mary-Kate et Ashley Olsen ont décidé de se retirer de la scène publique. Depuis le rôle mineur de Mary-Kate dans le film Beastly, 2011, les jumelles sont devenues des énigmes hollywoodiennes, vêtues de vêtements couture oversize et arborant de longs cheveux ébouriffés. On les voit rarement, sauf lors d'événements soigneusement choisis comme le Met Gala ou la Fashion Week, où elles font la promotion de leur marque. Les jumelles Olsen apparaissent désormais plus souvent dans les pages des magazines de mode qu'à l'écran.
Nous sommes habitués à être de l'autre côté de la caméra et à gérer le processus. Il nous est donc difficile de faire des séances photos maintenant, a confié Mary-Kate à The Eddy de Net-a-Porter en 2017. Leur transition du métier d'actrice à celui de meneuse de la mode s'est faite en douceur, mais il est clair qu'elle préfère l'ombre à la lumière. Contrairement à beaucoup de leurs pairs hollywoodiens, vous ne trouverez pas les Olsen sur les réseaux sociaux. Ashley a mentionné dans The Eddy qu'elle ne s'aventure pas dans ce monde. Leur premier selfie public, pris sur le compte Instagram de Sephora pour promouvoir leur marque Elizabeth & James en 2016, fut un événement rare et mémorable. C'était naturellement chic, comme prévu, mais ne vous attendez pas à un autre spectacle. Leur retrait des regards s'étend aussi à leurs racines. Elles ont choisi de ne pas participer au reboot de la fête à la maison, aux grandes dames des fans. Les jumelles ont pleinement assumé leur rôle de créatrices de mode, dirigeant un empire de plusieurs milliards de dollars tout en préservant leur vie privée. En tant que meneuse de la mode, Mary-Kate et Ashley Olsen ont bâti une marque de luxe qui suscite l'attention et le respect dans le milieu. Leur marque, The Row, est réputée pour ses créations minimalistes haut de gamme, avec des robes souvent vendues autour de $6 000. Cependant, leur parcours dans le monde de la mode n'a pas été sans controverse. En 2015, elles ont fait l'objet d'un recours collectif intenté par d'anciens stagiaires de The Row. Les stagiaires, diplômés de la School of Design, ont accusé Dual Star Entertainment Group de vol de salaire. Lalani a affirmé avoir travaillé 50 heures par semaine, effectuant des tâches normalement confiées à des employés rémunérés. Elle a même raconté avoir été hospitalisée pour déshydratation après avoir porté de lourdes tranches sous une chaleur étouffante. On est comme un employé, sauf qu'on n'est pas payé, a-t-elle déclaré à page 6. Les conditions de travail difficiles ont poussé de nombreux stagiaires à démissionner pour des tâches simples comme apporter du café ou faire des photocopies. La plainte affirmait que les stagiaires auraient dû être rémunérés au salaire minimum et aux heures supplémentaires pour leur travail. Bien que les représentants des Olsen aient jugé la plainte infondée, ils ont finalement trouvé un accord à l'amiable. L'accord prévoyait le versement de $1 000 à répartir entre 100 à 185 stagiaires, reconnaissant ainsi les difficultés rencontrées par celles qui ont contribué à leur empire de la mode. Le parcours de Mary-Kate et Ashley Olsen a été semé d'embûches, et les dernières années n'ont pas fait exception. Le mariage de Mary-Kate avec le banquier français Olivier Sarkozy a souvent été marqué par des démonstrations d'affection publiques et gênantes. Mais en privé, tout était loin d'être parfait. En avril 2020, Mary-Kate a demandé le divorce. Cependant, la Covid-19 a temporairement suspendu les procédures de divorce à New York. Désespérée, elle a demandé une ordonnance d'urgence en mai, affirmant que Sarkozy avait résilié leur bail à son insu et tentait de la forcer à quitter leur appartement. Sarkozy lui aurait imposé un délai serré pour récupérer ses affaires, une tâche rendue impossible par les consignes de quarantaine de la ville. Lorsqu'elle a demandé une prolongation, il l'aurait ignorée. Prise dans cette situation stressante, Mary-Kate a trouvé refuge chez Ashley et des amis à l'extérieur de la ville. Malgré le chaos, elle avait signé un contrat prénuptial lui offrant une certaine protection. Face à la tourmente, tandis que Mary-Kate affrontait ses difficultés personnelles, les jumelles ont dû faire face à une autre perte déchirante. Leur père adoptif à la télévision, Bob Saget, est décédé subitement en janvier 2022. Saget a toujours entretenu des liens étroits avec ses filles de la série télévisée, même si Mary-Kate et Ashley étaient absentes du reboot de la fête à la maison. Saget est resté protecteur et a entretenu des contacts réguliers avec elle. À son décès, les jumelles ont exprimé leur profonde tristesse, le qualifiant des hommes aimants, compatissants et généreux. Elles ont assisté à ses funérailles, rendant hommage à l'homme qui a joué un rôle important dans leur vie. Ashley Olsen a également connu des problèmes de santé au fil des ans. En 2015, on lui a diagnostiqué une maladie de Lyme à un stade avancé, ce qui a compliqué son travail et l'a éloignée de la scène publique. La maladie l'a laissée épuisée et souvent absente, une période difficile qui a mis en évidence sa résilience. En 2016, Ashley a connu un autre grave problème de santé suite à une intervention de chirurgie esthétique ratée. L'opération a entraîné une nécrose, provoquant un gonflement, des ecchymoses et un noircissement de son visage. Une oxygénothérapie intensive a été nécessaire pour traiter cette affection, ce qui l'a profondément bouleversée. Malgré cette expérience traumatisante, Ashley reste déterminée à envisager de futures interventions, même si elle sera plus prudente dans ses choix. Leur histoire est un rappel brutal des conséquences cachées de la célébrité précoce. Si ce récit vous a touché, partagez-le pour sensibiliser aux pressions subies par les enfants stars. Et vous, qu'en pensez-vous ?
Les jumelles Olsen ont-elles réussi à se reconstruire malgré les épreuves? Laissez votre avis en commentaire.